Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être venus. Donc je vais vous parler de l'invention et de la diffusion préhistorique de la métallurgie. Je suis préhistorien, en réalité je suis carrière au CNRS et j'appartiens au laboratoire TRACE de l'Université de Toulouse. Alors, tout d'abord quelques mots, quelques rappels, si vous voulez. La préhistoire, donc c'est une longue période de l'humanité pour laquelle nous n'avons pas de texte, contrairement à l'histoire qui se fonde sur les textes. Et donc, nous travaillons essentiellement à partir de vestiges, de monuments et même de restes osseux, en général humains. Et cette grande période, puisqu'elle a pris plus de 3 millions d'années, elle est classiquement subdivisée en 3 grandes périodes. La pierre ancienne du paléolithique, le temps des chasseurs. L'âge de la pierre nouvelle, ou néolithique, le temps des agriculteurs éleveurs. Et puis les âges des métaux, dernière période, qui est elle-même subdivisée en âge du cuivre, chalcolithique, de chalcos qui veut dire cuivre et lithique qui veut dire la pierre, puis âge du bronze et enfin âge du fer. Et l'ordre d'apparition de ces métaux est lié à des niveaux techniques de complexité croissante. Alors, en chronologie, selon les régions, les dates d'apparition de la métallurgie ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des décalages, si vous voulez, qui dépendent d'une part de disponibilité des diverses régions en minerais. Le métal n'est pas réparti de façon homogène sur la Terre. Et d'autre part, de l'évolution, de l'état d'évolution des sociétés, de leur état techno-économique. Donc, en réalité, il y a eu, au niveau de la planète, plusieurs foyers d'invention de la métallurgie indépendants. Le principal, l'Eurasie, mais aussi les foyers indépendants en Afrique ou en Mésoamérique. Et enfin, il y a quelques régions du monde qui n'ont pas connu du tout la métallurgie avant l'arrivée des Européens. C'est le cas de l'Océanie, de l'Australie, etc. Alors, quels sont ces métaux préhistoriques? Le plus important, c'est le cuivre, qui apparaît au Proche-Orient vers 8700 avant notre ère. L'or aussi, au Proche-Orient en Bulgarie vers 5000. Le plomb au Proche-Orient vers 5000. Et l'argent au Proche-Orient vers 4500. Ensuite, vous savez qu'on peut faire, avec divers métaux, on peut faire des alliages. Certains de ces alliages sont naturels, comme l'électron, qui est un mélange d'or et d'argent, ou bien le cuivre arsénié, donc cuivre et arsenic, qui est un mélange naturel de cuivre et d'arsenic venant des minerais. Et enfin, il y a des alliages artificiels, le plus important étant le bronze à l'étain, qui est inventé au Proche-Orient à partir de moins 4000 et en Europe à partir de 2300 avant notre ère. Alors le bronze, c'est très important parce que ça permet de couler les objets dans des moules, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors l'acquisition des métaux. Pour acquérir des métaux, tout dépend évidemment de l'état dans lequel ils se trouvent dans la nature. Certains de ces métaux peuvent se trouver à l'état natif, c'est-à-dire qu'on va trouver le métal sous sa forme métallique, et d'autres sont dans des minerais. Les principaux sont des oxydes, qui peuvent être pris aussi dans des carbonates, donc du métal plus du calcium. D'autres catégories de minéraux sont des sulfides ou des sulfures. Et enfin, on a des silicates aussi. Donc il y a toute une diversité de matériaux. Et évidemment, les techniques pour obtenir du métal à partir de ces minerais ne vont pas être les mêmes. Alors, quelques exemples de métaux natifs. Là, ici, de l'argent en paillettes, de l'argent en filament, pardon, de l'or en paillettes, de l'électron, donc un mélange d'or et d'argent, ou du cuivre. Pour trouver les métaux natifs, la méthode la plus efficace, c'est l'orpaillage. L'orpaillage, donc, dans les rivières, en général dans des marmites de géants qui sont des pièges naturels, où les corps lourds ont tendance à se concentrer au fond de ces pièges. Et en orpaillant le sable qui venant du fond des rivières, on peut trouver des minéraux natifs, notamment de l'or et de l'argent. Mais on peut aussi lever du cuivre et on peut trouver aussi des paillettes d'étain.
Donc il y a toute une catégorie de métaux qui peuvent être trouvés de cette façon. Et évidemment, c'est facile à travailler parce que c'est du métal natif, donc c'est du métal qu'on n'a pas à fondre. Alors l'extraction des métaux à partir des minerais, c'est plus compliqué parce que là, évidemment, il faut chauffer à assez haute température. Et ça, ce qui veut dire qu'il faut avoir des systèmes de ventilation, en général par des soufflets à main. Et ensuite, il faut retravailler les scories, parce que les roches fondent, la silice se transforme en scorie vitreuse. Il faut ensuite l'employer pour récupérer des petites billes de plomb, de plomb ou de cuivre, et ensuite refondre ces petites parcelles de métal dans des lingotières. Donc c'est un procédé assez compliqué et assez long. Alors voici quelques exemples expérimentaux. Évidemment, on n'a pas vu les métallurgistes préhistoriques travailler, mais par les déchets qu'ils ont laissés, on peut retrouver ces diverses techniques. Donc on suppose que les souffleries étaient alimentées par des soufflets en cuir, et ce que l'on retrouve au niveau archéologique, ce sont en général les cuillères en argile qui sont conservées dans les fourneaux. Alors, le problème technique qui se pose, évidemment, dépend des métaux eux-mêmes, et notamment de leur température de fusion. Par exemple, l'étain, 231 degrés, donc c'est facile à fondre. Par contre, le cuivre, il faut plus de 1000 degrés, c'est plus compliqué. Quant aux alliages, aussi, pour les alliages, par exemple, du cuivre à l'arsenic ou bronze à l'étain, il faut des températures dépassant les 1000 degrés, c'est-à-dire des fours vraiment bien ventillés. Alors, pour trouver ces minerais, donc, certains sont faciles à trouver parce qu'ils ont des couleurs vives. C'est le cas notamment des carbonates de cuivre, ici des filons de malachite. Donc un très visible, vous voyez, il y a un filon de malachite visible dans une ancienne mine de Montgaillard, dans l'Aude. Voilà, des exemples, donc malachite, azurite, vert ou bleu pour le cuivre. Il faut savoir que ces minerais ont été, avant d'être utilisés pour le métal, ont été utilisés comme pigments. Tous les métaux qui peuvent se rencontrer à l'état d'oxyde ont eu une utilisation, soit pour leur métal, mais bien avant, comme pigment, pour les peintures. Donc là, c'est le bleu et le vert. On a d'autres couleurs, par exemple le plomb, l'oxyde de plomb a été utilisé pour le blanc, et les oxydes de fer ou d'aluminium rouge pour les couleurs rouges. Donc les carbonates pour les métaux sont des minerais faciles à fondre parce que le calcaire aux alentours de 600 degrés se transforme en chaux. Donc il ne faut pas une très haute température pour obtenir du cuivre à partir de minerais carbonatés. Par contre, pour les minerais sulfurés, il faut des températures plus hautes. Et généralement, ces minerais sulfurés sont pris dans des gandes de quartz, dans des filons de quartz. Donc pour fondre le quartz, il faut monter jusqu'à 1650 degrés. Sauf si on ajoute des fondants, comme des cendres de fougère par exemple, ou d'autres fondants qui peuvent faire baisser le point de fusion du minerai. Alors la galène, c'est le minerai de plomb, mais souvent la galène est argentifère, c'est-à-dire qu'elle contient une partie d'argent. Et pour dissocier l'argent et le plomb, il y a un procédé très ingénieux qui a été inventé aux alentours de 3000 avant notre ère, qui consiste à fondre l'alliage naturel de plomb et d'argent dans des coupelles faites avec des cendres d'os. Ce qui fait que le creuset fait de ces cendres d'os absorbe l'oxyde de plomb, tandis que l'argent, comme l'argent ne s'oxyde pas, il reste au fond de la coupelle. C'est un procédé qu'on appelle coupellation, et ça a été inventé donc, dès l'époque préhistorique. C'est un des rares procédés pour obtenir de l'argent pur, à moins évidemment qu'on puisse trouver de l'argent à l'état natif, mais c'est tout de même relativement rare. Donc en général, l'argent préhistorique a été obtenu par ce procédé.
Alors, pour ce qui concerne l'invention du métal en Eurasie, c'est le foyer le plus ancien, le plus ancien. Et il y a toute une évolution qui dépend en fait de la façon dont les minerais se forment dans les filons. En général, on distingue dans un filon de minerai, qu'il soit de cuivre, de plomb ou autre, on distingue trois zones. Une zone superficielle très enterrée, on appelle le chapeau de fer, c'est-à-dire là, qui est constitué presque essentiellement de fer et d'un peu de métal natif. Puis une zone de sémentation où les oxydes minéraux se sont concentrés, qui est en général sous le chapeau de fer, mais pas encore sous la nappe phréatique, sous le niveau d'eau permanente. Et puis en profondeur, dans les mines, on trouve les minerais sulfurés. Donc vous voyez, il y a trois niveaux qui se répartissent à des profondeurs différentes. Et évidemment, il y a trois niveaux avec des degrés techniques pour les exploiter différents. Donc là, c'est un schéma, il est peut-être un peu compliqué, mais il faut savoir que dans la zone européenne et asiatique, on a des utilisations de métaux très anciennes, qui remontent autour de 8000 avant notre ère. Mais c'est du métal natif qui est utilisé. Puis, ici, dans cette partie, vous voyez, ça concerne les Carpates, le Proche-Orient et les Carpates, des utilisations de minerais carbonatés, qui sont faciles à fondre jusqu'à 600 degrés, ça suffit. Puis des minerais sulfurés, et vous voyez qu'il y a des décalages très importants au niveau chronologique entre le Proche-Orient, les Balkans et puis l'Europe occidentale. Donc ceci est rendu sur des cartes que j'ai repiquées sur un blog sur Internet, qui m'ont paru très parlantes, avec la zone de métallurgie très ancienne, d'utilisation des métaux natifs, qui est ici, entre l'Anatolie et le Levant, puis une zone un peu plus tardive dans les monts Zagros, c'est-à-dire la frontière entre l'Irak et l'Iran, et puis à partir de 6000 avant notre ère, une extension jusqu'à pratiquement au Pakistan et jusque dans les Balkans. Donc là, c'est la zone où est née la métallurgie qui nous concerne. Et puis un peu plus tard, il y a eu une expansion de cette métallurgie qui, donc à partir du foyer d'origine qui est ici, autour de 5000, s'est développée dans pratiquement toute cette grande zone pour atteindre par exemple l'Angleterre et le sud de l'Espagne au troisième millénaire. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a eu un énorme décalage technique entre la zone du foyer original des nations de la métallurgie, qui est le Proche-Orient, et l'Europe occidentale, puisqu'il a fallu pratiquement 3000 ans pour que la métallurgie gagne en extension. Donc, si on prend la même période, autour de 3000 avant notre ère, et qu'on compare le Proche-Orient et l'Europe occidentale, on voit des différences énormes. Là, ce sont des objets qui datent entre 4000 et 3800 avant notre ère, trouvés dans une grotte en Israël. Vous voyez le degré d'évolution. Donc, ce sont des objets très compliqués, des couronnes, des sceptres, des masses, etc. Là, des objets du même dépôt, quelques instruments de musique, donc on a des éléments extrêmement évolués, alors qu'en Europe occidentale, en France, à la même époque, on ne connaît pas encore le métal. Donc vous voyez, il y a une différence énorme au niveau technique entre le Proche-Orient et l'Europe. Alors, évidemment, c'est difficile de comparer, on ne peut pas vraiment comparer d'ailleurs les deux régions, mais on a, à partir du troisième millénaire, en gros, une métallurgie extrêmement évoluée, avec des artisanats spécialisés au Proche-Orient, ici au Cascador, prenant de la nécropole royale dure, donc en Mésopotamie. Quelques exemples pour vous montrer les parures d'une danseuse. Vous voyez, avec de l'or, du lapis lazuli, tout un tas d'objets. Là, vous avez la reconstitution, donc des objets extrêmement évolués. Ici, la statue d'un bouquetin en train de grignoter des branchages, donc toujours dans la même époque, vers 2600-1800 à notre ère. Et métallurgie très riche aussi dans la zone anatolienne, avec notamment des idoles féminines
ici en argent ou en or, ou en argent avec plaquage d'or. Donc des techniques très évoluées qui n'ont évidemment aucun rapport avec ce qui se passe plus à l'ouest. Alors à partir du Proche-Orient, mais notamment de l'Anatolie, la métallurgie a gagné les Balkans, la zone des Balkans, donc Grèce, Bulgarie, où se trouvent des gisements de minerais de cuivre extrêmement riches, et ce sont des minerais carbonatés, donc faciles à exploiter. Ça a donné une métallurgie très productive, facile sur le plan technique, et très productive en quantité de métal. On appelle ça la métallurgie carpato-balkanique. Et puis à partir de cette région, des Balkans et des Carpates, la métallurgie s'est transposée dans le monde alpin, et notamment à l'est des Alpes, dans le Monti, en Autriche. Et ensuite, donc ça a pris à peu près un millénaire pour ce transfert. Et ensuite, à partir du Monti en Autriche, il y a eu diffusion vers l'Italie du Nord, à partir de 3005, puis vers la France aux alentours de 3000, et vers le sud de l'Espagne aux alentours de 3000 aussi. Donc en gros, vous voyez, on a une progression depuis cette région, ici, la Bulgarie, jusque vers les Alpes, la région du Monti, et puis à partir de là, vers l'Italie du Nord, vers le midi de la France et jusqu'au sud de l'Espagne. Mais donc, ça veut dire pour ce transfert technique, il a fallu pratiquement 2000 ans. Alors, la première métallurgie importante en Europe, c'est la métallurgie qu'on appelle balkanique, métallurgie lourde, avec des productions de haches de bataille, haches perforées, des épingles, des haches plates, des ciseaux. Et aussi, on a quelques techniques, notamment avec des poteries qui sont plaquées de feuilles d'or très fines, avec des décors donc dorés. Et une métallurgie une orfèvrerie aussi extrêmement riche, notamment dans la culture de Gmelnitsa, en Bulgarie. Au bord de la mer Noire se trouve un site qui est très important, qui s'appelle Varna, qui est une plage. La plage touristique, c'est le Saint-Tropez de la mer Noire. Mais il y a aussi, apparemment, c'était une région très importante dans la préhistoire, parce qu'on a une nécropole avec à peu près 300 tombes, extrêmement riche en objets de métal, qui est datée aux alentours de 4700-4300 avant notre ère. Alors voilà, quelques bijoux donc faits dans cette région, des perles en or, des anneaux, des idoles, voilà, par exemple le mobilier d'une tombe, donc avec des bracelets, des sceptres. On pense que c'est une nécropole de gens importants, probablement des rois de l'époque. Des anneaux, et puis des appliques qui étaient cousus sur des vêtements en cuir, représentant des bovins ou des oiseaux. Alors voici la tombe la plus riche, c'est la tombe royale 46 de Varna. Vous voyez ce mobilier prodigieux avec des vases décorés à la feuille d'or, tout un tas de parures en or, des sceptres en or, des bracelets, des appliques qui étaient cousues sur les vêtements, des javelines en cuivre, des haches de bataille en cuivre. Et ce qui est très intéressant, cette hache ici, qui est en jade, venant des Alpes, ce qui montre que dès cette époque, il y avait des relations entre d'une part l'Est de l'Europe, qui produisait du cuivre et de l'or, et l'Ouest de l'Europe, où on était dans le monde du jade. Alors dans cette nécropole, il n'y a pas que des tombes avec des restes humains des individus, il y a aussi des tombes qui sont modelées dans l'argile. On pense que ce sont des cénotaphes. Et comme on est au bord de la mer Noire, on pense que c'était probablement des marins qui avaient disparu, qui faisaient du commerce et qui ont disparu, et on leur a fait des sépultures cénotaphes. Alors cette métallurgie des Balkans, elle s'est prolongée dans la plaine hongroise, avec toujours ces mêmes haches de bataille perforées, et puis les mêmes genres de bijoux en or, qui sont la symbolisation d'une femme, qu'on reconnaît ici avec la tête et les seins. Mais on a aussi le bandar avec une symbolisation masculine, avec ces bandeloques qu'on appelle typiquement les bandeloques en lunettes.
Donc, à partir de la zone centrale de l'Europe, il y a eu un transfert de technologie vers les Alpes orientales, notamment dans la région du Monti, en Autriche, où là, on voit apparaître de nouveaux types d'objets, notamment les poignards, qui vont devenir extrêmement importants pour la métallurgie primitive de la préhistoire. Alors, évidemment, on ne trouve pas les manches, on trouve que les lames à cuivre qui étaient fixées par des rivets. On trouve des haches plates en cuivre, des boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous le voyez, oui. Des boucles d'oreilles spiralées, des hameçons, des poinçons. Alors voilà, une des découvertes les plus importantes de cette région, c'est le dépôt de Stolov, donc avec des disques en or ornés ou repoussés, les fameuses pendeloques à lunettes, des haches plates, des tortillons qui devaient entourer les tresses de cheveux, et de longues perles qui servaient pour les ceintures. Alors, à partir de la région du Monti, qui est ici, il y a eu un transfert de la métallurgie vers l'Italie par la vallée de l'Adige, et la région de Trento et la vallée de l'Adige. Et dans cette région, l'arrivée de la métallurgie a eu de grosses répercussions au niveau de l'art, et puisqu'on a consacré les sanctuaires où les pierres sont ornées d'objets en métal. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Ici, ce sont des roches glaciaires qui sont gravées. Mais je suppose que vous devinez ici les fameux pendentifs en lunettes. Ici, les restes de colliers multiples, donc. Et sur ce sanctuaire, donc, d'Ostimopra, qui est dans le Val Camonica, c'est-à-dire à côté du lac de Garde, en Italie, il y avait tout un tas de menhirs qui étaient plantés là, dans des fosses. Et à côté des menhirs, au pied des menhirs, se trouvaient des trous remplis d'offrandes. Et notamment, on voit dans un de ces trous les restes d'un coffre en bois. Vous voyez ici la base de ce coffre en bois, avec à l'intérieur le dépôt d'une pendeloque à lunettes, à cuivre. Donc à partir de 3500 avant notre ère, dans toute la vallée du Pô, on va avoir des sépultures extrêmement riches qui contiennent, pour certaines, des objets en cuivre, c'était les personnages les plus importants, les plus riches tels le métal, et pour d'autres, des simulacres de ces objets en os ou en pierre. Voilà par exemple comment se présente un poignard en cuivre dans une tombe, avec ici les 3 rivets qui sont en étain, en antimoine, pardon. Et cette forme, évidemment, est importante. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ces lames avec un seul rivet central. Et on a des simulacres de ces poignards en métal qui sont en os. Ça nous donne donc la forme du manche. Et on va retrouver cette forme de poignard gravée sur les rochers. Donc ici, là, vous voyez tout un tas de poignards de ce type. On appelle ce type poignard de type Remedello, donc qui sont figurés dans la rupestre. Ici, on a une hache qui est figurée avec une forme de hache plate, probablement en manche. Alors, vous avez dû le voir à la télévision il y a quelques années, maintenant ça va faire plus de 10 ans, a été trouvé dans cette région, justement, du Tyrol italien, une momie qui était prise dans un glacier. Et c'est la fonte, avec le réchauffement climatique actuel, la fonte de ce glacier qui a libéré ce cadavre. Donc le voilà dans son état de découverte. Donc il a été trouvé par hasard par des alpinistes qui ont récupéré tout un tas d'objets, qui ont été amenés à Innsbruck, conservés dans des chambres froides, ce qui a permis tout un tas d'études. Et puis on s'est aperçu par la suite qu'en fait cette momie était en Italie, sur le versant italien du col de Lotzal. Et les Italiens ont refait le fouillis au même endroit et ils ont trouvé d'autres objets. Et finalement, ils ont consacré tout un musée simplement à ce personnage dans la ville de Bolzano, où on peut voir Oxy, il a été appelé Oxy, à travers un hublot, on peut voir cette momie qui est dans une vitrine réfrigérée. Alors ça, c'est la reconstitution d'Oxy. Au départ, on pensait que c'était un voyageur
peut-être un métallurgiste qui franchissait un col des Alpes, qui avait été pris dans une tempête et qui était mort sur place. En réalité, c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'il y a tout un équipement qui est endommagé. Donc un carquois en cuir avec des flèches, une hache en cuivre, donc avec son manche, vous voyez, en bois et ses ligatures en cuir, un poignard en silex dans son fourreau, et puis ensuite on a étudié un peu plus, avec des méthodes modernes, cette momie, et on s'est aperçu, là vous avez une sonde en métal hein, qui passe dans une ancienne blessure, et on s'est aperçu par scanner que cette blessure avait sous l'omoplate une pointe de flèche en silex, dont on voit ici la forme, hein, c'est une pointe de flèche à pédoncule et aileron. Ce qui veut dire que cet homme était blessé, il avait une flèche plantée dans un poumon. Et donc probablement il est mort de cette blessure. Donc c'était plutôt un fuyard qui était poursuivi sans doute et qui est mort sur le pôle alpin. Alors, en Italie, donc, on retrouve, comme je le disais, des sépultures avec soit les vrais objets en cuivre, comme ici, un poignard en cuivre. Ici, vous voyez des simulacres, des copies de ces poignards en cuivre qui sont en silex. Ce qui veut dire que le métal a introduit dans ces sociétés une forme de hiérarchisation, enfin, au niveau de la richesse, mais probablement aussi au niveau du pouvoir. Alors voici les types d'armes que l'on va trouver dans la vallée du Pô, donc entre 3500 et 3000, des poignards ou bien des hallebardes. Et ces objets, on va les voir figurer sur des statues menhirs de l'époque, qui peuvent avoir des caractères figuratifs, comme celle-ci, cette dame ici qui porte un diadème et une cape avec des perles en métal à la périphérie, ou bien des hommes qui portent des ceintures faites de perles en cuivre et qui présentent évidemment des armes diverses, notamment des poignards. Là, ce sont les reconstitutions au musée de Riva del Garda dans le Trentin. Et la plus riche, évidemment, c'est la stèle masculine d'Arco, qui présente 6 poignards sur le torse, plus un porté en pendentif sur le haut du torse, des haches et des hallebardes, et puis la fameuse ceinture, donc faite avec ces longues perles tubulaires. Là, vous avez des reconstitutions qui ont été faites de ces objets en cuivre. Ce sont des copies, en fait, d'objets réels qui ont été trouvés dans les fouilles. Alors, ces stèles, on va les trouver dans diverses régions de l'Italie. Elles ont des styles différents, mais elles sont toutes liées à l'époque d'apparition de la métallurgie du cuivre. On en trouve dans le Val d'Aoste et dans le Valais suisse, avec des décors, vous voyez, d'un petit peu différents. Mais on retrouve toujours les objets emblématiques, tels que les poignards, qui sont figurés ici ou ici. On trouve les padeloques à lunettes, vous voyez, ici portés par un individu qui a un poignard, donc c'est probablement un homme. Là, on a des personnages avec des tissus, qui sont des tissus brodés qui sont figurés, et des armes, ici, en particulier un arc et sa flèche. Donc on a l'impression que lorsque la métallurgie apparaît, il y a une différenciation d'abord au niveau de la représentation des humains importants de l'époque, les hommes portant des armes, les femmes des parures, des riches parures, avec des riches vêtements brodés. Et on a l'impression qu'une nouvelle idéologie se met en place à cette époque avec une différenciation marquée, en tout cas au niveau du statut des personnes, et une exaltation en gros de la richesse ou de la valeur carrière des individus. C'est ce qui caractérise en gros la plupart des civilisations chalcolithiques de l'Europe ancienne. Alors dans la région de la Ligurie, on a des mines de cuivre qui sont connues, qui ont été fouillées et qui ont été datées aux alentours de 3500 avant notre ère. C'est le cas de celle du Monte Loreto, près de Gênes, entre Gênes et la Spezia. Dans la Toscane, on a d'autres mines qui ont exploité non pas le cuivre, mais du cinabre.
Donc là, c'est une exploitation pour du colorant, hein, puisque le cinabre, c'est le minerai puis mercure. Et on retrouve toujours des statues armées ou parées, les hommes étant armés, les femmes avec des parures, notamment des colliers, mais vous voyez, d'un style légèrement différent. On est à la même époque, mais chaque région a son propre style de statue lumière. En voici d'autres, donc là on a un homme qui a un poignard ici et un boomerang ici, et là une femme qui porte des colliers. En voilà d'autres, donc là un homme avec ce poignard. Donc vous voyez, ce sont des figurations qui sont à la fois précises au niveau de la figuration des armes, mais qui ne sont pas logiques, puisque normalement le poignard est porté dans un fourreau. Là, on veut bien montrer qu'il s'agit d'un poignard en cuivre et pas d'un poignard en silex. Donc il y a une volonté de montrer que ce sont des arbres en cuivre, c'est ce qui fonde la richesse et le statut important de ces personnages. En Italie du Sud, on a un site très intéressant qui est la grotte della Monaca, qui est en Calabre. C'est une grotte qui en fait, s'est formée d'anciennes minéralisations avec un chapeau de fer. Donc il y a des oxydes de fer qui ont été exploités comme pigments colorés, en jaune ou en rouge. Et vers le fond de la grotte a recoupé un filum de cuivre, un filum de malachite, d'oxyde de cuivre, de carbonate de cuivre. Et on a trouvé tout autour, dans le fond de cette grotte, plein de maillets, les maillets à gauche, qui sont des grosses masses pesant 3 ou 4 kilos, et qui servaient à casser le carbonate, à casser le calcaire contenant le minerai, pour donc extraire ce minerai de cuivre. Alors le transfert vers la France se fait sous deux formes. À partir de 4000 avant notre ère, il y a des exportations venant de la zone balkano-carpatique vers le bassin parisien, c'est-à-dire ce sont des objets fabriqués en Europe de l'Est qui sont importés en Europe occidentale, qui commencent à découvrir le métal, mais qui ne sait pas comment ce métal a été fabriqué, a été obtenu. C'est-à-dire on a des exportations d'objets, mais pas encore importation de la technique. C'est le cas notamment de cette hache qui ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui est une hache produite en Hongrie et diffusée en Meaux, donc à côté de Paris, en plein bassin parisien, où les gens du coin, évidemment, n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le métal. Ça prouve qu'il y avait des relations entre les personnages importants de l'époque qui se manipulaient ces objets de prestige. Voici des colliers de perles qui ont été trouvés dans une tombe d'Alsace. Ce sont des cuivres qui ont été analysés, ils ont les impuretés caractéristiques de l'Autriche. Donc ce sont des objets fabriqués en Autriche qui ont été importés en Alsace à la même époque. Et en Alsace, on ne savait pas faire le métal. Et puis dans la région, ici, on a eu une découverte qui fait couler beaucoup d'encre, qui est le fameux trésor trouvé à Pauillac, dans le Gers. Ce trésor a été trouvé au XIXe siècle lorsqu'on a construit la voie ferrée entre Agen et Auch. Mais malheureusement, on manque de détails sur cette trouvaille qui a été faite par des ouvriers qui apparemment ont signalé 2 ou 3 pièces à leur ingénieur en chef, qui s'appelait Bichot, notamment une hache en jade et une grande lame de silex, mais qui ont vendu les autres sous le couvert des antiquaires. Ce qui fait qu'elles se sont retrouvées dans une collection à Bordeaux, qui a été donnée au musée d'Aquitaine, mais à Bordeaux, ça a mal été surveillé, et les perles en or que vous voyez ici ont été volées. Ce qui fait que de nos jours, il ne reste plus que ce diadème en or, et 4 lames de silex, plus une autre hache en jade. Voilà ce qui reste de nos jours au musée d'Aquitaine. C'est la trouvaille la plus ancienne et la plus extraordinaire des débuts de la métallurgie, faite dans le midi de la France. Mais on n'est pas sûr que tous ces objets soient vraiment de la même époque, il se peut qu'il y ait de la durée. Notamment, les haches en jade pouvaient appartenir aux Chassains, c'est-à-dire vers 3800 avant notre ère, et les autres objets au néolithique final, c'est-à-dire vers 3000 avant notre ère. Donc il se peut qu'il y ait eu un cimetière avec plusieurs sépultures sur ce site de Pauillac.
D'autres perles en or du même type ont été trouvées en effet dans des sites du néolithique final, de Catalogne ou de Provence, notamment dans les fameuses hypogées de Fontvieille, près d'Arles. Alors, il y a un site important de la métallurgie dans le milieu de la France qui est le Mont Bégaud. Le Mont Bégaud, c'est une montagne qui se trouve au nord de Nice, donc dans les Alpes méditerranéennes, qui est à haute altitude, donc il y a plein de rochers qui ont été polis par les glaciers. Et puis, ces roches sont des sortes de schistes, donc polis, très bien polis. Et il y a eu des gravures qui ont été réalisées pendant toute la préhistoire sur ces rochers polis. Et parmi ces gravures sont de plusieurs époques, hein, mais parmi ces gravures, on voit souvent des poignards qui sont figurés, vous voyez ici, à côté de taureaux ou bien de champs, d'enclos. C'est pour montrer l'impact idéologique qu'a eu l'émanation de la métallurgie ou l'arrivée de la métallurgie dans ces régions. On remarque d'ailleurs que les poignards qui sont figurés sont des poignards à lame triangulaire qui ont la même forme que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, venant de l'Italie du Nord. Ce qui veut dire que probablement, dans cet art du Mont Bégaud, les armes qui sont figurées ne sont pas des armes produites sur place, mais ce sont des armes qui venaient sans doute d'Italie et qui devaient obséder un peu les bergers de l'époque, puisqu'ils ont gravé plus de 3000 poignards sur les roches du Mont Bégaud. On peut faire toute une typologie de ces objets. On trouve des poignards, et on trouve aussi un autre objet typique de la métallurgie de l'Italie du Nord, qui sont les hallebards. Avec quelques figurations anthropomorphes. Et ici, le chef de tribu, donc, qui a l'air d'avoir un poignard planté dans la tête, ici, là. Mais c'est peut-être fortuit, parce qu'on a du mal à dater ces figurations les unes par rapport aux autres. Alors, dans le midi de la France, on a deux sites miniers importants de la métallurgie chalcolithique. Tout d'abord, celui de Cabrières-Perret dans l'Hérault, donc au nord de Pézenas, avec des mines qui ont été creusées dans des filons de cuivre à l'aide du feu, c'est-à-dire qu'on faisait du feu contre la roche pour la fracturer, et ensuite on abattait la paroi avec des gros maillets en pierre. Donc ça donne, vous voyez, des sortes d'alvéoles ici dans les mines. Ici, des traces de feu. Et puis, à côté, ont été trouvées des centaines de maillets en basalte qui permettaient de casser le minerai. Et on a des datations aux alentours de 2500, entre 2500 et 2000 avant notre ère. Voyez. Alors ces puits, on les appelle puits de mine en chaussettes, hein, parce que ça commence par un puits vertical et puis ensuite ça se prolonge latéralement pour extraire dans le minerai. Voilà un autre qui est plus récent, qui est de l'âge du bronze ancien, avec les maillets encore en place au pied de la barbe. Le grand intérêt de Cabrières, c'est que juste à côté des mines, à quelques centaines de mètres, ont été trouvés plusieurs sites de réduction de minerais. C'est-à-dire, c'est les endroits où on fondait le minerai, et on trouve donc beaucoup de scories, qui sont des scories siliceuses, contenant des billes de cuivre. Donc on a tout le processus technique sur place, associé à des vestiges archéologiques qui permettent de le dater, qui nous illustrent toutes les techniques de la métallurgie avec réduction dans des petits fourneaux, broyage des scories et production d'objets en cuivre dans des lingotières. Et sur un de ces sites, qui s'appelle la capitale du Broum, a même été trouvé des fonds de cabanes, des fonds de maisons, en général des maisons ovales, avec à l'intérieur des fourneaux de réduction de minerais de cuivre. En voilà un, par exemple, ici vous voyez les cendres sont complètement verties par l'oxyde de cuivre. On a ici un moule d'argile qui permettait de faire des lingots sous forme de barres, et puis ici des scories et des billes de cuivre. Alors cette métallurgie du milieu de la France, en gros, elle comprend deux foyers, Cabrières ici, et puis Ocopayrol, donc dans l'Aveyron, dans le sud d'Aveyron, avec deux concentrations d'objets en métal autour.
une en Languedoc méditerranéen et une dans la région d'Écosse-Aveyronais. Ça veut dire qu'en gros, cette métallurgie qui était faite à l'échelle domestique, c'était pas encore une industrie évidemment, elle rayonnait sur une aire d'environ 200 km autour. Elle fournissait des objets en cuivre sur un rayon de 200 km. La typologie des objets, elle est relativement simple. Donc il y a des haches-plates qui sont en même temps des lingots, comme celle du dépôt de Santeil, trouvée dans l'Hérault à Siran, des poignards. Et on retrouve ces objets figurés sur les statues menhirs languedociennes, avec ici notamment un personnage masculin avec son poignard, et ici un personnage sans doute féminin avec son collier à double rang. Alors dans l'Écosse, on a donc cette grande mine de Poucopaïron dont je parlais tout à l'heure, qui a donné un minerai de carbonaté de cuivre, d'émaillé, plusieurs centaines de maillets en pierre. Et puis, autour des mines, on trouve dans les grottes alentours ou dans les dolmens, des objets en cuivre qui étaient produits avec ce minerai de Poucopaïron, qui est une mine qui se situe dans la commune de Brusque, en Aveyron. Bon, je passe vite. Voilà d'autres objets, des parures qui ont été trouvées dans le Tarn en particulier, ou dans l'Aveyron, donc des colliers avec des grosses perles en cuivre, des épingles, et puis des fameuses pattes de loques dites en griffe, qui sont typiques de cette origine. Et sur un site de Tutarn, donc près de Rosières, on a trouvé un débot contenant une hache plate cassée et les restes d'un collier de perles de cuivre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette région aussi, on peut faire un parallèle entre les objets en cuivre trouvés dans les fouilles et les objets figurés sur des statues menhirs du type Rouergat, qui est un groupe bien connu que l'on peut voir bien illustré notamment au musée Fenaille à Rodez. On connaît à peu près 170 statues menhirs dans cette région, qui sont des gros blocs de pierre, donc, anthropomorphes avec figuration du visage, des bras avec les mains, d'une ceinture à chevrons, ici les deux jambes pendantes parce que les personnages sont figurés en fait assis sur un trône, et ils portent des objets emblématiques de leur statut, de leur genre. Ici un homme avec son arc et sa flèche, et ici le poignard contenu dans un baudrier. Dans le dos, ici, un carquois contenant des flèches. Voilà, d'autres figurations. Ici, une autre statue. Ce qui est typique du personnage masculin, c'est qu'il a toujours le poignard dans son fourreau, dans un baudrier, tandis que les personnages féminins ont disparu. Alors, ces fourreaux, on a quelques-uns qui sont un peu plus détaillés. Ici, un qui est décoré de chevrons. Et récemment, notre ami Michel Maillet et les deux jeunes qui sont là, qui participent à ces fouilles, ont trouvé dans la commune du Fayet, donc sur le site du Planète, une stèle de cette époque, donc une stèle en pierre qui est décorée, d'un décor schématique d'un collier qui permettent à eux seuls de dire que la statue est probablement féminine, et associé à des structures, des foyers et même des restes de métallurgie, puisqu'on a du minerai de cuivre et des poteries typiques de cette époque. Alors, pour terminer, on va parler de l'Espagne. Dans le sud de l'Espagne, on a une calcolithique extrêmement riche, avec notamment des sites fortifiés, le plus connu étant Los Millares, qui fait une vingtaine d'hectares, qui comporte des fortifications en pierre et qui est entouré par une nécropole comportant presque 200 dolmens. Voilà les restes architecturaux reconnus, donc avec des remparts, des tours. Donc ce sont des sites très évolués. Et au milieu de ce site de Los Millares est connue une cabane, une case, si vous voulez, de métallurgistes, avec au centre un fourneau en argile, des fragments de vases fours, parce qu'on pouvait aussi réduire le minerai dans des poteries, et des scories. Donc on sait que ce site était bien engagé dans le processus de la métallurgie.
on a retrouvé même des moules avec leur hache plate en cuir. Alors, quelques objets de ce calcolithique de l'Espagne du Sud, donc de l'Andalousie. Ici, des ciseaux avec tranchant étalé. Là, un gras poignard ou presque une épée avec une nervure centrale. Et plus récemment a été trouvé un très grand dolmen dont le tumulus faisait 85 mètres de diamètre. C'est le Tolos de Montegirio près de Séville. Donc vous voyez ici les restes du couloir de ce monument funéraire qui était couvert de dalles. Ici, la première part de chambre funéraire circulaire qui contenait les squelettes de 19 femmes jeunes, couvertes de parures et de cinabre de couleur rouge. Donc. Et ici, une tombe annexe, si vous voulez, une petite tombe plus petite qui contenait les restes de 2 individus, dont un avec un mobilier extraordinaire. Donc on suppose, les archéologues qui ont fouillé ça, donc vous avez les noms en bas, on suppose qu'il s'agit là de la tombe d'un roi de l'époque, qui contenait un mobilier extraordinaire, et ici ce sont des domestiques ou des suivantes qui ont été probablement assassinés au moment de l'enterrement du roi, selon une pratique qui avait lieu jusqu'à des époques récentes, notamment en Inde, il s'en est fait l'écho dans la littérature, mais qui a été très fréquente, notamment en Égypte, à la période pré-dynastique. Les premiers pharaons, quand un pharaon mourait, on tuait tous les domestiques et tous les administrateurs, et on les inhumait en même temps que le roi. On connaît aussi en Chine ce genre de choses, dans les tombes des premiers rois, des premiers empereurs chinois. Et ensuite, au lieu de tuer tous les gens, on a fait des simulacres, des statues en terre, selon ce qui a été trouvé dans une nécropole bien connue de Chine. Alors voilà le genre de mobilier qui a été trouvé dans ce dolmen de Montegirio avec le roi de l'époque. Ici, on a un poignard qui n'est pas en métal, mais qui est un cristal de roche taillé, poli et taillé. Et ce qui est plus surprenant, c'est que le manche de ce poignard, qui est daté aux alentours de 2800 avant notre ère, est d'un type extrêmement évolué avec cette décoration, ce pommeau arrivé. On ne connaît pas, si vous voulez, en Europe, de ce genre de poignard. Et donc, il faut faire appel à des productions, probablement de l'Orient, pour cette même époque, c'est-à-dire l'Égypte ou le Levant. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il est en ivoire d'éléphant. Donc, vous le savez qu'il n'y a pas d'éléphant Espagne. Ce qui veut dire que c'est un objet importé, peut-être d'Égypte ou du Levant, qui a été fabriqué par des artisans qui avaient des techniques très évoluées de Ricon. Ici, un peigne qui est en ivoire, qui figure ici une frise de sanglier, et en dessous des trucs bizarres, là, vous voyez, tige avec une bouletée au bout, qu'un archéologue espagnol, qui s'appelle José Heredia, a interprété comme des champignons de l'espèce Psilolybe cubensis, qui est un champignon hallucinogène. Donc, on pense qu'il y a eu des rituels très complexes dans ce monument. Donc avec utilisation du cinabre, utilisation peut-être de produits psychotropes, donc avec des rites relativement compliqués, et des sépultures qu'on appelle sépultures d'accompagnement. Dans la loge du roi de l'époque, on a trouvé comme témoin de la métallurgie de l'époque, des feuilles d'or ornées au redoussé, qui ont la même figuration, vous voyez, les yeux radiés et les chevrons, que des stèles trouvées dans la même région qui sont de la même époque, qu'on appelle les stèles oculées, qui représentent sans doute une divinité de la nuit, stèles qui peuvent être faites en marbre, en calcaire, en ivoire ou en os. Et je terminerai là-dessus, une industrie lithique extrêmement évoluée, avec des pointes de flèches à barbelure bifide, comme vous voyez, qui sont en cristal de roche aussi, donc une matière très dure et difficile à tailler, qui rappellent des formes de flèches égyptiennes. Et on ne les trouve que dans cette partie du sud de l'Espagne. Donc ça voudrait dire que peut-être ce sud de l'Espagne a été en relation
avec la Méditerranée orientale elle-même. Pour fabriquer ce genre de flèches, en silex ou en quartz, en cristal de roche, on ne peut le faire qu'avec une technique très compliquée que vous voyez ici, c'est-à-dire une taille par pression, qui est faite avec des poinçons en cuivre. Parce on ne peut pas le faire avec un poinçon en os, sinon il se casserait, la matière étant très dure. Et on a retrouvé justement ce genre de poinçon dans la région, notamment un ici trouvé à l'Almola, près de Murcie, avec un manche en argent et une pointe en cuivre. Donc en gros, vous voyez, le métal servait aussi pour faire la taille de la pierre et pour faire les plus hauts niveaux techniques de la taille de la pierre. Voilà, alors en Espagne, on a plein de mines de cuivre, et souvent ce sont des mines de cuivre à l'arsenic, qui est un alliage naturel qui rend le cuivre plus dur, plus résistant. Et des mines énormes, comme celle de l'Aramo dans les Asturies, où on a trouvé au XIXe siècle des baquets en bois et des torches qui servaient à extraire le minerai dans la préhistoire. Alors, dernière période, c'est la fin du chalcolithique en Europe. Il est marqué par la mise en place d'une économie métallique, c'est-à-dire une économie qui se fait avec de la métallurgie, mais sans mine à proximité. Dans les stades anciens de la métallurgie, les objets en cuivre sont fabriqués autour des mines et ne vont pas très loin. Par contre, à partir du Campaniforme, vers 2500 avant notre ère, le métal circule sous forme de lingots dans toute l'Europe, et finalement, on peut faire des objets en cuivre un peu partout. Alors voici un kit campaniforme avec des fameux gobelets en forme de cloche, ce qui a donné leur nom, campana, c'est la cloche en espagnol. Et puis les objets en cuivre associés, hache plate, poignard, pointe de flèche dite de palmella, et puis des pierres dont on suppose être des protecteurs de poignets pour les archers. Ces fameuses pointes de palmella, vous avez là la carte de répartition, vous voyez, ce sont très clairement des objets en cuivre arsénié qui ont été produits dans cette région, ici, de la région de Huelva, et diffusés dans toute l'Europe occidentale. Dans le chalcolithique ancien, on ne fait jamais des pointes de flèche en pétale, parce que le métal est tellement précieux qu'on ne va pas risquer de le perdre en tirant une flèche. Par contre, à partir du campaniforme, le métal est d'un usage courant, donc on peut l'utiliser aussi pour des flèches qu'on risque de perdre. Et on voit aussi le métal diffusé sous forme de lingots. Alors ce sont des lingots en forme de hache simulacre, tel que celui qui a été trouvé en Gironde, à Montalivet. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu une unité culturelle dans toute l'Europe, depuis les steppes au nord de la mer Noire jusqu'au sud de l'Espagne et même au Maroc, avec d'une part ici la culture dite de cordée, parce que les décors des vases sont faits avec des cordelettes, et ici du campaniforme qui couvre donc toute l'Europe occidentale. Je terminerai par ça, l'Irlande, donc, où on a une mine importante avec des vestiges papaliformes, qui a été probablement un centre de production de cuivre primaire, diffusant dans toute la région atlantique. Donc, plus que des métallurgistes, les campaniformes, en gros, ont été des gens de réseau, c'est-à-dire ils ont mis en place un réseau de communication, de relations en grande distance. Et ce réseau, qui a permis la diffusion du métal à l'échelle de toute l'Europe, donc c'est déjà une forme de mondialisation pour l'époque. N'oubliez pas qu'on est à 2500 avant Jésus-Christ. Il s'est fait d'une part par mer, avec l'invention d'une nouvelle technique pour faire les bateaux, qui sont des bateaux à planches cousues, tel qu'on a trouvé un en Angleterre, dans le bateau dit de Ferriby. Donc c'est des bateaux beaucoup plus grands que les bateaux faits dans des troncs d'arbres, qui permettaient des navigations à grande distance. Et puis, on voit apparaître des techniques métallurgiques très sophistiquées, notamment de la dinanderie en or. Vous avez ici le modèle de référence d'un gobelet en or, un gobelet campaniforme, et ici sa copie en terre cuite. En voilà d'autres, donc vous voyez ici des gobelets de la fin du campaniforme en or et leur copie en terre. En voici un en argent qui a été trouvé en France, qui date du Bronze ancien, juste après le campaniforme, autour de 2000 avant notre ère.
Alors la conclusion, c'est que d'abord, les relations entre l'homme et le métal sont très anciennes. Le métal n'a pas toujours été utilitaire, il a servi au départ pour des objets non utilitaires, des parures, etc., des objets précieux. Et surtout, il y a eu des très grands décalages techniques et chronologiques entre la zone d'invention du Proche-Orient, la zone nucléaire, en gros, de la métallurgie. Ça commence vers moins 8000 à Jésus-Christ, et jusqu'à une diffusion en Europe occidentale aux alentours de 2500-2000 avant notre ère. Et pendant toute cette période, l'idéologie des sociétés a changé, parce qu'au néolithique, on a des sociétés qui sont plus ou moins égalitaires, et des cultes qui sont axés sur la fécondité, tandis qu'au moment où le métal apparaît, on voit apparaître une hiérarchisation sociale entre les gens communs qui n'ont pas de métal, et les gens très riches, les gens qui ont le pouvoir, qui commencent à accumuler les richesses sous forme de métal. Les hommes des armes, les femmes des parures. Et on peut penser que c'est à cette époque-là qu'est née la caste dite des princes et princesses, des gens riches donc qui gouvernaient ces sociétés. Et pour attendre la plus grande démocratisation du métal qui sera utilisé dans la vie quotidienne pour tout un tas d'outils et d'armes, il faut attendre l'âge du bronze. L'âge du bronze qui permet la production en série, avec des processus techniques plus évolués qui permettent notamment de couler les objets dans des moules et donc de les fabriquer en grande quantité. Voilà, Amoro, je voulais l'oublier. Merci. On va demander à des petits jeunes là, de venir interagir avec vous. Ils sont là, peuvent poser des questions éventuellement. On a beaucoup parlé du porteur d'objets en cuivre. Et qu'en est-il du statut de ceux qui fabriquaient ces objets? Alors, d'abord le statut des mineurs. Le statut des mineurs, on ne le connaît pas. Mais il faut savoir que les techniques relativement complexes qui ont été mises en jeu supposent que ces gens étaient des spécialistes. Pour conduire une exploitation minière, ça ne s'improvise pas. Par contre, pour refondre des objets, fabriquer des objets en métal, on peut penser que c'était fait à l'échelle domestique, puisqu'on a trouvé autour des zones de production, on produisait du métal en lingots, mais dans des zones éloignées, on refondait ces lingots pour faire des objets qui ont des typologies régionales. Donc on peut penser qu'il y avait des sortes de spécialistes, des forgerons de l'époque. Est-ce qu'ils avaient un statut plus éminent que les autres? Rien ne le dit, à part le fameux trésor de Pauillac. Mais ce trésor, il est tellement problématique et en plus, il ne contient pas que des objets en métal, il contient du jade, du silex. Donc, on ne sait pas trop. Il semblerait que dans le cas où on a des tailleurs de silex qui utilisent des objets en cuivre, là, on a apparemment des spécialistes itinérants qui ont été à l'œuvre. Il a été trouvé près de Chambéry, une tombe à Fontaine, qui contenait tout un tas d'objets en jade, en silex, en cuivre, qui semble être la tombe d'un artisan de l'époque, quelqu'un qui avait un savoir particulier, notamment pour la taille du silex. Mais rien n'indique qu'il ait été métallurgiste. Oui. Vous avez parlé en introduction? Oui. Ouais. Vous avez parlé dans l'introduction également de l'Amérique centrale, des Amériques. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet, notamment sur les têtes auxquelles les Égyptes apparus dans cette zone, et est-ce qu'elle a migré vers l'Amérique du Nord? Alors la métallurgie, bon d'abord est connue en Amérique centrale, notamment dans le monde maya, où on retrouve à peu près les mêmes genres de pièces, mais avec des objets en cuivre, des sortes de haches décorées qui servaient plutôt dans les sacrifices. Mais on trouve aussi des poinçons en cuivre qui servaient à tailler le silex et l'obsidienne. C'est-à-dire que cette technique particulière de tailler des roches tranchantes
avec des objets en cuivre, par pression. Ça se retrouve à l'identique dans le monde de la Mésoamérique. Ensuite, il y a toute l'orfèvrerie, vous savez, l'orfèvrerie aztèque, péruvienne, elle est extraordinaire, avec des productions énormes. Au niveau chronologique, je ne sais pas très bien s'il y a un grand déballage. Probablement, il va y avoir les mêmes aspects, c'est-à-dire que la métallurgie la plus simple, qui consiste à travailler des métaux natifs, comme l'or en particulier, est probablement plus ancienne que la métallurgie qui traite des minerais complexes et en profondeur. Un des grands obstacles de la métallurgie préhistorique, ça a été ce qu'on appelle l'exore, c'est-à-dire évacuer l'eau qui est dans les mines, ce qui était fait couramment à l'époque romaine avec des pompes, ou bien en creusant les traverbans pour évacuer l'eau, n'était jamais fait dans la préhistoire. Donc dans la préhistoire, lorsqu'on exploitait une mine et qu'on arrivait au niveau de l'eau, on n'avait pas de solution pour aller plus bas, quoi. Donc l'exploitation s'arrêtait. Vous n'avez pas une idée donc de l'époque à laquelle... Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y avait une métallurgie très florissante dans les temps correspondant à nos temps historiques. C'est-à-dire sur la période qu'on appelle là-bas la période classique, c'est-à-dire ça commence vers le 6e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, et avec des thésaurisations évidemment très importantes, mais c'est une métallurgie qui n'a pas été captée par des personnages importants, mais qui apparemment a été thésaurisée dans des monuments folichus. Tout le monde de la Mésoamérique, vous savez, il y a les pyramides, il y a les jeux de pelote, il y a des monuments extraordinaires. Apparemment, dans ces régions, c'était plutôt les prêtres qui avaient le pouvoir et la richesse, plutôt que des sortes de rois ou de potentats. D'accord. Et pas de métallurgie en Amérique du Nord, du côté du Canada? Si, il y a des métallurgies avec des métaux natifs. Donc, le métal natif, il suffit de le choper et de le marteler. On peut faire des objets. Mais on ne peut pas trouver de grandes quantités de métal natif. C'est impossible. Pour avoir des grandes quantités de métal, il faut fondre le minerai. Ce qui n'était pas fait par les Indiens des plaines. Donc, bon, en plus, il y a toujours des relations. Et il faut bien comprendre que dans la préhistoire, mais aussi comme dans le monde actuel, on a toujours des relations entre des centres très civilisés qui produisent des produits extraordinaires et des zones périphériques qui sont encore barbares, qui peuvent importer de temps en temps des objets précieux, mais qui ne savent pas les produire. Donc, il y a toujours un décalage énorme entre les deux. Oui, moi je voudrais parler d'un autre métal, c'est le mercure. Vous n'avez pas du tout parlé de mercure, ou presque pas. Et dans la tombe de l'empereur, le premier empereur chinois, dont vous avez évoqué, il y a des légendes qui courent comme quoi il y avait un lac de mercure. C'est mercure, est-ce que c'est que mercure métallique? Je crois que c'est plutôt du cinabre. Hein. Ah bon? Le cinabre, c'est l'oxyde de mercure qui est rouge. C'est ce qu'on appelle le vermillon. C'est un pigment. Les fresques de Pompéi sont toutes faites au pigment de cinabre. Le cinabre en tant qu'oxyde de mercure, avec une très belle couleur vermillon, réduit en poudre, a été utilisé comme pigment à partir de la préhistoire. Hein, oui, d'après certains historiens qui ont colporté des légendes, c'était du mercure métal puisqu'il représentait un océan ou un lac ou une mer. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu donc ce serait une légende. Je crois, parce que j'imagine mal qu'on puisse avoir une telle quantité de mercure, en plus de mercure très toxique. Le cinabre aussi d'ailleurs. Hein. On pense qu'à Montélimar, là, dans le dolmen où ces 19 femmes ont été assassinées et couvertes de cinabre, que si elles utilisaient fréquemment le cinabre dans leur vie, elles devaient avoir des problèmes, hein, parce que c'est quand même extrêmement toxique. Hein. Voilà. Après, il y a des métaux qui ont été utilisés dans la préhistoire, d'autres métaux qui sont peu connus de nos jours. Par exemple, l'antimoine. L'antimoine, fond à basse température, c'était utilisé pour faire des petits objets, notamment en Italie, où ce minerai se trouve assez fréquemment. Et le fer, évidemment, a été utilisé comme oxyde, comme pigment, mais pas comme métal. L'invention du fer, il faut plus de 1600 degrés, donc c'est plus récent.
Vous avez donné une échelle des températures pour traiter les différents métaux. Est-ce que dans les fourneaux, on a retrouvé des traces de combustibles qui ont évolué en passant du bois au charbon de bois, au charbon ou au coke? Bon, en général, vous avez vu la taille des fourneaux, c'est très petit. Hein. Ce sont des fourneaux qui mesurent 50 à 60 cm de diamètre et une trentaine de profondeur. Ça fonctionnait avec du charbon de bois. On les retrouve, ces charbons de bois. On retrouve des traces de ces charbons de bois. Dans d'autres cas, le minerai était réduit en poudre et mélangé au charbon de bois dans des grandes poteries. Et on faisait des trous dans ces poteries pour mettre des cuillères et ventiler le processus chimique. Donc ça permettait des fourneaux un peu plus hauts, puisque ces poteries elles peuvent mesurer jusqu'à 50-60 cm de haut. Mais c'était, de toute façon, une métallurgie assez peu productive. Hein. Je pense qu'à chaque fournée, on devait produire 1 kilo de métal, pas plus. Par contre, en répétant l'opération, au bout d'un moment, on pouvait atteindre des masses de métal plus importantes. Mais on n'a pas de fourneau ni de structure complexe hein, pour ces métallurgies-là. La première métallurgie se faisait dans les creusets, et puis ensuite on a inventé les fourneaux. Est-ce qu'il y a une spécificité des terres cuites là, pour fabriquer ces éléments? Alors c'est de l'argile, souvent, qui est dégraissée avec des particules minérales de quartz en général, c'est les quartz. Mais ces parois, elles pouvaient fondre. On a des cas où on a la scorie qui a fondu, mais la paroi du four aussi a fondu. Mais c'était facile à refaire, parce que faire un four en argile, un fourneau en argile, c'est pas très compliqué. Bonjour. Dans les fouilles, est-ce qu'il y a un lien topologique entre les fourneaux pour le métal et les fourneaux pour la poterie? Ou est-ce que c'est... Alors, les fourneaux pour la poterie, on ne connaît pas le problème, et on suppose que les cuissons de poterie à l'époque préhistorique étaient faites en meule, c'est-à-dire on mettait des poteries sur le sol, on recouvrait le tout de bois, on mettait le feu et on recouvrait ce feu avec des bouses de vache ou des éléments végétaux, de façon à ce qu'il y ait une cuisson réductrice, que ce soit pas trop oxygéné. Parce que les poteries préhistoriques, en général, elles sont noires. C'est des cuissons réductrices, c'est pas des cuissons oxydantes. Mais ce sont des techniques relativement saines. Les fours différenciés, ça ne commence qu'avec un aladier et une chambre de cuisson de poterie, qu'on appelle un laboratoire. Ça, ce sont des techniques proto-historiques, hein, de l'âge du fer ou de l'époque romaine. Vous avez bien montré comment il a fallu presque 3000 ans hein, pour que les technologies du Moyen-Orient arrivent jusqu'en Espagne. Mais il y a, il semble, le même décalage, ou un peu plus court, pour l'écriture. Comment se fait-il qu'à partir du moment où les techniques étaient transférées, en même temps on n'importait pas l'écriture? Il a fallu attendre les Grecs sur la côte méditerranéenne, pratiquement. Pour que l'écriture apparaisse chez nous, il a fallu que les Grecs arrivent. Oui. Mais malgré tout, une écriture locale a pu exister, c'est-à-dire qu'on a des textes écrits en caractère grec, même dans la Gaule, on a des textes écrits en caractère grec, mais qui ne sont pas du grec. C'est du celte, en fait. On peut les lire, puisque les caractères sont grecs, donc on peut le lire, mais les mots n'ont pas une consonance grecque. Ce sont des mots celtes. Alors, on peut arriver à les traduire, ces textes. En gros, les plus anciens sont du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les plus récents sont du VIe en vrai. Ce qui prouve que même pendant la période romaine, les gens continuaient à parler le gaulois. Et dans quelques cas, à l'écrire. Et on peut arriver à comprendre le sens. Il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé de les traduire, en sachant que le celte est une langue indo-européenne et que en cédant les lexiques, par exemple, du breton, du gallois, du manois, de langues celtiques anciennes, on peut retrouver le sens de certains mots et même parfois la syntaxe. Alors le texte le plus long qu'on ait en gaulois, il a été trouvé sur le Larzac, dans une... Pardon? Sur le... À quel endroit, pardon? Sur le Larzac, à l'hospitalier du Larzac. Mais il est difficile à comprendre parce que c'est
c'est un contre-envoûtement. Donc ça parle de sorcières et d'un autre sorcier qui a fait un contre-envoûtement contre ces sorcières. C'est un texte qui doit faire une cinquantaine de lignes, mais on peut arriver à le traduire. On peut arriver à le traduire, mais à en comprendre le sens, c'est plus compliqué. Et puis on a un autre texte aussi en celte, mais qui est écrit en caractère ibère. Or l'ibère, ce sont les mêmes caractères que le vénitien. Donc on peut là aussi, on peut le lire. Mais comprendre, c'est plus compliqué, parce que l'ibère, on n'a pas de référence. Donc on peut le lire, on sait à quelle sonorité ça correspond. Mais pour comprendre le sens, c'est plus difficile. Mais malgré tout, vers Saragosse a été trouvé un texte à Botorita, au sud de Saragosse, qui est un texte écrit sur une plaque de bronze et qui est un règlement communal. C'est un règlement communal avec des lois et les peines encourues à ceux qui transgressent la loi. Et en fait, ce texte, il est en celte-ibère, c'est-à-dire la langue est celtique et les caractères sont ibères. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait sans doute à l'époque déjà un polylinguisme. Dans diverses régions, il y avait un polylinguisme. Donc les Gaulois devaient parler latin. Finalement, ce pas des langues extrêmement différentes. Et je pense que les Grecs aussi pouvaient comprendre des Celtes, puisque ce sont des langues indo-européennes. Les racines des mots sont les mêmes, les divinités sont pratiquement les mêmes. Ce sont des langues à déclinaison, ce qui est typique des langues européennes, indo-européennes. Donc, en gros, je pense que les Romains et les Grecs devaient comprendre en gros le sens de ce que disaient les Gaulois, même si le détail de la langue pouvait leur échapper. En gros, c'était des différences comme entre nous et les Espagnols, par exemple. Bon, c'est pas quand même énorme. Donc, c'était des langues quand même d'une même famille. Malheureusement, on a peu d'œuvres gauloises qui se restent conservées. On a des formules souvent. Par exemple, à la Grofezeng à Millau, qui a été un des plus gros centres producteurs de céramique romaine, on a des contes sur des poteries écrits en gaulois, avec par exemple tant d'assiettes, tant de marmites, avec des chiffres et tout. On peut le lire, on peut le traduire. Mais bon, ça nous donne pas l'Énéide de Virgile. J'en profite pour rebondir sur le fourneau. Il y a quelques années, il avait été fait une démonstration lors de petit salon qui s'appelle le Piocibel de bas fourneau qui fabriquait une petite quantité de métal directement en démonstration pour les gens qui voulaient voir ça. Oui, à l'avant. À l'avant. Oui, à l'avant. Non, c'était à Royer. À Coyer. À Royer ou ça a changé de lieu. Actuellement, c'est à Groyer, mais ça se déroulait avant à un autre endroit. C'est possible. Oui. Gaillac? À Gaillac, oui. C'était à Gaillac que ça avait été fait, cette démonstration, pas à Groyer. Parce que ça a évolué. Mais c'était intéressant. La démonstration était faite. Il y a toute une partie de l'archéologie préhistorique qui s'appelle l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on fait des réplications des techniques pour mieux les comprendre. On part des réalités archéologiques et on les reproduit de façon à avoir une compréhension du phénomène technique. Et souvent, en faisant ces expériences, on découvre des problématiques nouvelles, ce qui permet de relancer évidemment l'observation sur le terrain. Le château de Fontainebleau. Voilà, il y a ce cas-là. Et il y a quelques années, je pense maintenant une quinzaine d'années, l'équipe de Claude Domergue, qui était professeur à l'université du Mirail, avait fait une réplication d'un four, d'un bas-fourneau romain sur le site des Martis, donc dans l'Aude. Donc ils ont reconstitué un four qui faisait 3 mètres de haut, qui était ventilé par des soufflets, et ça a donné lieu à un film qui s'appelait Les Forges du Quai. Donc ça, c'était une expérimentation grandeur nature vraiment passionnante. Et quand on a l'occasion de ce film, ils se sont aperçus que pour fondre bien le minerai de fer et séparer la loupe de fer de la sporie, il fallait un fondant. Et ce fondant, ils ont utilisé de la cendre de fougère, qui permettait d'abaisser le point de fusion du fer de plusieurs centaines de degrés.
Donc ça a été une expérience vraiment très bien réussie. Vous avez évoqué dans votre présentation la forge. Est-ce qu'on a retrouvé des outils pour marteler ou repousser le métal? Oui, alors oui, ça c'est intéressant. Des enclumes? Alors non, les enclumes étaient en pierre sans doute, mais par contre les marteaux qui servaient à marteler le métal, sont systématiquement des haches polies en jade dont le tranchant a été repoli pour faire une panne de marteau, une surface plane. Pourquoi le jade? Parce que le jade, c'est la roche la plus tenace et la plus lourde qui existe. Elle est extrêmement rare en Europe, au point que les premiers préhistoriens pensaient que les haches en jade européennes venaient de Chine. On ne connaissait le jade qu'en Chine. Mais il y a malgré tout un minéralogiste français qui s'appelait Damour qui a dit attention, du jade, il y en a peut-être dans les Alpes. Et il avait situé des zones où pouvaient exister des gisements de jade, mais il ne les avait pas trouvés. Il a fallu attendre l'année, je crois, 2002, pour que Pierre Pétrequin, qui est un préhistorien du Jura, fasse des prospections dans les Alpes, au Mont Viso, et trouve des gisements de jade, du vrai jade, c'est-à-dire jade jadéite, ainsi que les ateliers de fabrication de haches que l'on retrouve dans toute l'Europe, depuis Varna sur la mer Noire jusqu'à la Bretagne, à l'Écosse, au Danemark. Donc des milliers de haches ont été fabriquées à partir d'un jade qui se trouve sur une surface de 2 km² dans le Mont Viso. Donc ça c'est extraordinaire et ça montre d'abord que les préhistoriques étaient des très bons prospecteurs qui pouvaient trouver des roches qui sont des raretés géologiques parce qu'ils connaissaient très bien les terrains et qu'ensuite ils étaient capables de monter des filières techniques pour diffuser ça jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres du lieu de fabrication. C'est absolument formidable. Et il y a un lien un peu avec la métallurgie parce que pour casser le jade, c'est une roche très dure. On ne peut pas le casser en le percutant. Il faisait du feu contre la roche. Puis il jetait, comme c'est des sites d'altitude, 1800 mètres ou 2000 mètres, il jetait de la neige sur la roche chaude, la roche se fissurait, et ensuite il pouvait tailler, percuter avec des marteaux ces roches-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand les haches en jade disparaissent, il y a une partie quand même qui continue pour la métallurgie, notamment pour faire ces fameux marteaux de jade qui ont été utilisés jusqu'à l'âge du bronze, c'est-à-dire aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. On utilisait encore des marteaux en jade parce que c'est la roche la plus dure qui existe. Le jade, sur l'échelle de dureté, c'est après le diamant et le rubis, mais on ne peut pas faire un marteau avec un diamant ou un rubis. Donc la roche la plus qui existe en gros morceaux, mais qui est extrêmement dure, qui ne se cassera pas en tapant, c'est le jade. C'est pour ça qu'il y a un succès énorme du jade dans la préhistoire. Dans vos images, vous allez présenter une grosse pièce de cuivre et évoquer la dinanderie. Est-ce qu'ils pratiquaient déjà le recuit pour pouvoir remarteler le cuivre? Oui, c'est-à-dire le métal natif est trouvé à l'état de pépite. Donc il chauffait et il martelait à chaud pour faire des objets. Il le recuisait. Donc le recuit, ça se faisait fréquemment. Ça se faisait fréquemment. Sur des métaux malléables. Par exemple, le bronze, qui est un alliage cuivre-étain, on ne peut pas le recuire parce qu'il se casserait plus. Donc les objets de bronze, à l'âge du bronze, étaient cassés en petits morceaux, refondus et remoulés dans des moules. Mais au Chalcolithique, il y a peu de moules, ou alors ils sont univalves. C'est-à-dire ce sont des roches avec un seul creux. Ce ne sont pas des moules bivalves, parce que le métal il est malléable, mais il n'est pas assez liquide pour être coulé. Alors l'innovation de l'âge du bronze, c'est le coulage dans des moules à plusieurs éléments qu'on fermait. Et là, par contre, on ne peut pas le retravailler avec du reduit. C'est pas possible. Et quel était le matériau de ces moules pour couler le bronze? Alors les moules, ce sont des roches en général. Les plus fréquentes, c'est des grès. Mais dans la région, ici, on a souvent des moules en labradorite ou en chloritite, qui sont qu'on peut trouver par exemple dans les Pyrénées orientales, dans les massifs de l'Agly en particulier,
On trouve ces roches qui ont une forte proportion de mica, qui sont tendres, donc on peut tailler les moules, et en même temps, elles contiennent énormément de mica, ce qui fait que ça les rend réfractaires. Et les roches ne cassaient pas quand on coulait le métal. Mais malgré tout, c'est un accident qui a été fréquent dans la vraie histoire. C'est-à-dire, on a des pièces en bronze ratées parce que le moule a cassé. Donc, c'est assez fréquent. Merci. Peut-être que plus de questions ou alors une intro. Mais on vous remercie beaucoup. Merci.